Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière ORCID, la filière de santé des maladies rénales rares. Cette deuxième série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur la lithiase urinaire de l'enfant, une pathologie rénale encore méconnue du grand public. Ce PNDS a été publié en 2021 sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Ce travail a été coordonné par le Dr Sandrine Lemoine et le Dr Aurélia Berthollet-Thomas, membres du Centre de référence des maladies rares rénales de la Réunion et du Grand Est, ou MAREJ, sous l'égide de la filière ORCID. Dans ce deuxième épisode sur la lithiase urinaire de l'enfant, on va se concentrer sur la manière de reconnaître cette maladie. Quels sont les signes à surveiller? Comment établir un diagnostic fiable? Pour nous éclairer, toujours avec nous, le Dr Emery, néphropédiatre. Bonjour docteur. Bonjour Tariq, bonjour à tous. Très heureuse de poursuivre avec vous sur ce sujet important. Commençons par le plus simple docteur. Comment se manifeste une lithiase urinaire de l'enfant? Alors Tariq, les manifestations cliniques dépendent beaucoup de l'âge de l'enfant. Et c'est justement cette variabilité qui complique parfois le diagnostic. Chez le nourrisson et le jeune enfant, les symptômes ils sont peu spécifiques. Il s'agit souvent d'infections urinaires récidivantes, parfois accompagnées de fièvre. Il peut aussi y avoir des pleurs inexpliquées, une agitation lors des mictions ou une hématurie, c'est-à-dire du sang dans les urines, qui peut être visible ou seulement détecté à la bandelette urinaire. Chez les enfants plus grands ou les adolescents, les symptômes ils sont plus proches de ceux de l'adulte, avec des douleurs lombaires, parfois très intenses, qui évoquent des coliques néphrétiques. C'est une douleur aiguë, unilatérale, qui peut irradier vers l'abdomen ou les organes génitaux. Mais attention, certains enfants restent asymptomatiques et les calculs sont alors découverts fortuitement, par exemple à l'occasion d'une imagerie comme une échographie abdominale pour une autre indication. Quand il y a une suspicion, quels sont les examens réalisés? Bon, la première étape, si on suspecte une lithiase, c'est l'échographie rénale et vésicale pour rechercher un calcul. C'est l'examen de référence chez l'enfant, parce qu'il est non invasif, sans irradiation, et il permet de détecter la majorité des lithiases, même de petite taille. On cherche aussi à repérer une dilatation des cavités urinaires, un retentissement sur le parenchyme rénal ou la présence d'anomalies associées. Le scanner abdominopelvien sans injection, il est à éviter chez l'enfant. Les indications, elles sont rares et à discuter avec l'équipe d'urologie. Et s'il est réalisé, il faut absolument privilégier les low doses et les ultra low doses. Parallèlement à l'imagerie, si on confirme la lithiase, il va falloir dans tous les cas rechercher une cause. On fait alors une analyse d'urine, idéalement chez l'enfant propre sur un recueil d'urine des 24 heures. Pour cela, vous débutez à 8 heures en jetant la première miction. Ensuite, on recueille toutes les urines pendant 24 heures dans un grand récipient qui peut vous être fourni par votre laboratoire. On conserve au frais. Et le lendemain, à la même heure, donc à 8 heures, on urine une dernière fois dans le récipient et c'est la fin du recueil des 24 heures. Mais l'analyse d'un échantillon urinaire est également possible. On va doser dans ce recueil urinaire certains paramètres, le calcium, l'oxalate, la cystine, l'acide urique, mesurer le pH urinaire. On va souvent aussi réaliser un ECBU et si possible une cristallurie. Par contre, attention, le CBU, c'est en aucun cas un examen pour identifier des cristaux. Il y a beaucoup de faux positifs car la cristallogénèse, elle se poursuit dans l'échantillon. Et enfin, il est essentiel de compléter par une prise de sang pour voir la fonction rénale, avoir un ionogramme sanguin, un bilan phosphocalcique complet et de rechercher des causes secondaires ou héréditaires. Vous l'avez évoqué dans l'épisode précédent, dans de nombreux cas, il y a une cause métabolique ou génétique. À quel moment doit-on penser à ce type de diagnostic? Oui, c'est vrai que c'est une dimension essentielle dans la lithiase urinaire de l'enfant. En pédiatrie, en fait, la dimension métabolique ou génétique, elle est beaucoup plus fréquente que chez l'adulte. On y pense en particulier dans plusieurs situations. Par exemple, lorsque les calculs ils sont multiples ou bilatéraux, ou si l'enfant est très jeune au moment du diagnostic, parfois même chez un nourrisson, ou encore s'il y a une récidive rapide malgré les premières mesures mises en place, ou si on observe une histoire familiale de calcul ou de maladie rénale chronique, puis si on trouve des anomalies métaboliques dans les analyses d'urine. Dans ces cas-là, il faut orienter l'enfant rapidement vers un centre de référence ou de compétences des maladies rénales rares pour qu'un bilan métabolique complet soit réalisé. Et on pourra alors réaliser un examen génétique si on suspecte une pathologie héréditaire comme une hyperoxalurie primitive, une cystinurie ou une acidose tubulaire rénale. Le diagnostic étiologique, il est fondamental.
parce que déjà, il permet d'adapter les traitements, mais surtout de prévenir les récidives qui peuvent être très fréquentes, délétères et préserver la fonction rénale à long terme. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les principales formes génétiques connues de la lithiase urinaire chez l'enfant ? Bien sûr, il y a plusieurs formes génétiques, chacune avec ses propres caractéristiques. Je vais vous en citer quelques-unes parmi les plus connues. Je peux vous citer la cystinurie. C'est une anomalie de transport des acides aminés dans le rein qui entraîne une excrétion excessive de cystine dans les urines. La cystine, comme elle est peu soluble, elle va précipiter facilement en cristaux. C'est une des causes les plus fréquentes de lithiase génétique chez l'enfant. Et elle est souvent bilatérale, récidivante et bien sûr, elle nécessite un suivi au long cours avec des traitements spécifiques qui existent. Ensuite, on peut citer l'hyperoxalurie primitive. C'est une maladie rare qui est causée par un défaut de fonctionnement d'une enzyme dans le foie. Et ce défaut, il va aboutir à une production excessive d'oxalate. Du fait de l'élimination rénale de l'oxalate, ça conduit à la formation de calculs d'oxalate de calcium ou d'une néphrocalcinose qui peut conduire dans les cas les plus graves à une insuffisance rénale. En fait, il y a 3 types d'hyperoxalurie primitive de sévérité variable. La plus sévère, c'est la type 1. Et enfin, je peux vous citer les acidoses tubulaires, en particulier l'acidose tubulaire rénale distale, qui est caractérisée par un trouble de l'acidification des urines qui va entraîner une acidose métabolique et des calculs, voire une néphrocalcinose. Dans les cas d'acidose tubulaire rénale distale, il y aura des signes associés comme un retard de croissance staturopondérale, des troubles digestifs, etc. Quel rôle peut jouer le médecin généraliste dans ce parcours diagnostique ? Oui, alors le rôle du médecin généraliste, il est absolument central. En fait, c'est souvent lui qui voit l'enfant en premier, que ce soit pour une douleur abdominale, une infection urinaire ou une hématurie. Et il doit penser à la lithiase urinaire, même si ce n'est pas la première chose à laquelle on pense chez l'enfant. Le médecin généraliste, il peut prescrire les premiers examens, une échographie, un bilan de débrouillage urinaire, soit sur une miction ou sur les urines des 24 heures, un bilan sanguin avec une créatinine, un bilan phosphocalcique, un ionogramme. Et d'ailleurs, pour les aider dans l'interprétation des résultats biologiques, un fichier de calcul des paramètres d'exploration rénale pour les lithiases va bientôt être disponible sur le site de la filière Orchid. Il peut aussi réaliser une enquête diététique rapide sur le taux d'hydratation, les apports sodés, calciques, protidiques. Et en cas de suspicion, il doit orienter rapidement l'enfant vers un centre de néphrologie pédiatrique ou un centre spécialisé. Il va aussi assurer le suivi en lien avec les spécialistes et il peut jouer un rôle clé dans l'éducation thérapeutique et l'accompagnement de la famille. Merci beaucoup, Dr Emery, pour toutes ces explications très claires. On comprend mieux pourquoi le diagnostic de la lithiase urinaire chez l'enfant est parfois un véritable travail de détective. On vous retrouve dans le prochain épisode pour parler de la prise en charge et des traitements possibles. Avec grand plaisir, Tariq. À très bientôt. Je vous rappelle que le PNDS sur la lithiase urinaire de l'enfant est disponible sur le site de la HAS et le site de la filière Orchid. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt sur ce podcast.